Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis super excité, je suis à Granby, je suis chez Faction Bike Studio à nouveau. Et puis, je vous présente aujourd'hui une entrevue qui va être séparée en deux volets. Première portion de l'entrevue, je rencontre Jérôme Roy, qui travaille ici et qui était un des fondateurs de la compagnie Cycle Balfa. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous aussi. Merci de me recevoir aujourd'hui et puis d'accepter de me rencontrer. Il faut dire que je suis un grand fan de l'histoire de Balfa et d'Appalaches et tout ce qui entoure ton œuvre, dans le fond, là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Jérôme, qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Puis... Oui, je suis chez Faction depuis maintenant bientôt 3 ans. Je m'occupe du fabrication des prototypes, fabrication d'équipements de test. On fait beaucoup de tests, que ce soit des normes ou des tests à des normes qui sont internes. Je m'occupe... J'ai un petit input souvent dans plusieurs projets au niveau de la conception. Et puis, des fois, c'est sollicité, des fois, c'est pas sollicité. Non, c'est vraiment un beau milieu de travail, une équipe assez vaste, avec énormément d'expérience dans le vélo et en fabrication mécanique. Je suis très, très heureux de participer à ça. Oui, c'est moi qui, avec 2 autres personnes, qui ai fondé Balfa à Québec en 1995. Et puis, en fait, moi et mon ami Frédéric Mona, on avait fait nos premiers vélos en 90. Ah oui? Mais c'était un passe-temps, là. On en a fait peut-être... on avait vendu quelques-uns, là. C'est quel type de vélo vous aviez fait? À l'époque, c'était les Elevated Chainstays. OK. C'est des vélos qui avaient l'arrière très court, puis on faisait le devant un petit peu plus long en conséquence. C'était des vélos qui fonctionnaient bien en sentier technique. Là, le fait que le vélo soit si court en arrière, ça permettait d'avoir toujours une bonne traction, peu importe la position qu'on prenait sur le vélo. Fait que pendant 5 ans, on en a fait... moi, je travaillais dans des magasins de vélos l'été et l'automne. J'ai étudié en génie mécanique à l'Université Laval. Ah oui, OK. Puis, Fred Mona, lui, avait appris à faire des vélos. C'est des vélos de route à l'époque, bien sûr. Quoi qu'il avait fait un vélo de montagne aussi, avec Alain Sicard à Gatineau. Okay. Là, ça nous porte... c'est en 87 qu'il avait fait ça, ce cours-là. Moi, j'ai commencé à partager mon atelier avec Fred en 88. Puis là, on a fait nos premiers cadres dans ces années-là. Fait que c'est ça, comme je disais, pendant 4-5 ans, on faisait quelques cadres par année. C'était de l'ordre de 5 cadres par année. OK. En acier soudé au bronze. C'est-tu vous qui soudiez à ce moment-là? Oui. C'était Fred soudait, peignait. Okay. Moi, je coupais les tubes, puis je limais les draps. On avait 0 machine-outil. On avait une scie à ruban puis une perceuse à colonne. C'était ça. On coupait les tubes avec des tonnerres, puis on finissait à la lime. Fait que c'était des gens proches de nous qui nous achetaient des vélos. Là. C'était des gens qui... C'est comme ça que le début de la passion a commencé. Oui. Puis là, en 94, je pense, on a fait un premier vélo à suspension, le Woolly Bully. Puis là, on a vu qu'on avait quelque chose de bien, là, que ça marchait bien, qui était fiable. Fait que là, on s'est dit, hey, on se part la compagnie à temps plein. Okay. Et là, c'est là que tout s'est mis à débouler, si on veut. 95, on a fait une dernière série de vélos à Québec. On a déménagé à Montréal. On s'est associé avec Hugo Bardou, qui est assez connu dans le vélo aussi, qui était de Québec. Avec les 3, on a déménagé à Montréal. On a installé notre atelier là. C'était-tu un parc extension? C'était dans le parc extension, oui, sur la rue de l'Épée. C'était un petit cul-de-sac très joli. Là. On était sur le bord de la voie ferrée. Là. C'était la liberté. Puis là, on a eu une belle chance. En louant le local, il y a un voisin qui était un Tchécoslovaque qui faisait des tables de montage de cinéma. OK.
Puis que là, il y avait encore son atelier de fabrication électronique, mais il faisait plus la mécanique des tables de montage de cinéma. Fait que là, il y avait des super belles machines. Ils ont vendu ça pour quasiment une bouchée de pain, là. Tour, fraiseuse, puis tout l'équipement qui allait autour. Wow. Comme il disait lui-même, c'est « You made a fantastic deal ». Puis là, on est parti avec ça. Puis là, pendant 95 jusqu'à peu près 2000, on a développé les vélos, là. Fait que là, il y avait le volet-boulé, il y avait le Beau Bonhomme. Beau Bonhomme à l'époque, ouais. 95, qui était le... Vélo de descente. Là. C'est là que ça a commencé à se séparer un peu, lui. Il y avait deux types de vélos à suspension, là, cross-country et descente. Puis on faisait un rigide aussi. Tout était en acier à l'époque, soudé au bronze. Mm-hmm. Qu'après quelques années, on s'est acheté une machine au TIG. Là, on a soudé, ça s'est retrouvé soudé au TIG. Ensuite, on a commencé à faire des vélos d'alu. La première année, c'était une collaboration avec De Vinci. On avait 97, on avait fait le premier prototype du nouveau riche. Avec les deux chaînes. Deux chaînes, oui. C'est un pivot élevé qui a deux chaînes. Le fait qu'il y ait deux chaînes, ça permet de faire passer la tension de la chaîne par en haut du pivot, comme la poulie dans d'autres systèmes. Hey, là, tu dis qu'il y avait une collaboration avec De Vinci. Est-ce qu'il y a un lien à ce moment-là? Parce que De Vinci ont sorti aussi un prototype qui était pas mal similaire. Là, c'est à partir du nouveau riche, ils ont comme pris la géométrie, puis ils ont fabriqué le Bing Bang, qui s'appelle pour leur équipe de course. Et puis, nous, en échange, on faisait faire des triangles avant en aluminium chez De Vinci à Chicoutimi. OK. Le triangle avant du BB7 et du Woolly était en aluminium. Et puis, il était fait par De Vinci. L'année d'après, on a comme développé l'expertise pour souder nous-mêmes l'aluminium, trouver les places pour faire des traitements thermiques. Ça, c'est à peu près en 2001 là, que c'est... en 2001, Hugo est parti de son côté. On a continué. On s'est réassocié avec un nouvel associé... David Leblanc, qui était comptable. Ça nous a permis d'avoir un meilleur financement, puis ultimement de vendre à la compagnie ProCycle. Oui. Parce que ça restait difficile. À chaque année, on avait de la difficulté à se refinancer pour repartir la production. Techniquement, on savait qu'on avait les bons vélos. Les ventes, ça décollait, mais c'était pas énorme encore. Hein. Parce que quand même, là, on a... rapidement, là, en 2000, je pense que c'est là, le nouveau riche était comme un vélo champion Coupe du Monde, championnat canadien, puis par la suite le BB7, là, même chose, là, c'est bien remporté, là, pas mal de compétitions, on le voyait partout, là, dans la région de Montréal, en tout cas. Oui, Beaumont, c'était à peu près un vélo sur deux dans les pistes de descente là, qui était un BB7. Un BB7, oui, c'est ça. Comme je mentionnais, moi j'en ai eu un aussi là, en 2002 que j'ai adoré, mais pour moi c'était le vélo drive parce qu'on le voyait partout, on le voyait dans les magazines, on le voyait dans les vidéos, puis tu sais il y avait des équipes de course là, qui étaient un peu partout là, ouais, c'est ça. Ouais, on a toujours poussé assez fort c'était presque notre seule publicité, c'est ça on était fiers de ça. C'était l'équipe de course. C'est eux qui nous aidaient à développer les vélos et à les faire connaître. On trouvait que c'était gagnant. Puis on a eu la chance d'avoir tellement des bons coureurs rapidement là, au Québec. Fred Poulain, Kim Huard, François Prudhomme. C'était des gens qui étaient déjà connus sur le circuit. Puis là, la minute qu'ils arrivaient avec des Balfa, il y a d'autres mondes qui embarquaient. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'assez vite à l'international aussi, on s'est fait connaître. En France, on a eu... Celui qui vendait nos vélos en France, c'était Jean-Pierre Bruni, le père de Loïc Bruni. Ah oui, pour vrai. Fait que lui, il est fait connaître en France. La France, c'est un marché plus fermé un peu. Ça, au niveau vente, ça n'a pas été un décollage immédiat. Mais au niveau reconnaissance, c'était très bon. Là, on passait dans les revues Vélo Vert et autres, avec des tests très positifs. Oui. Hein. Puis l'histoire de succès à l'exportation, ça a été en Angleterre, avec Balfa UK, Jamie Lynn. Lui, son coureur, c'était Danny Hart. Danny Hart. Puis qui avait... il courait pour Scott, je pense, à l'époque. Puis il y avait toujours des vélos trop grands. Puis là, finalement, il y avait un petit BB7
Petite parenthèse, là, je sais pas pourquoi chez Balfour, on a toujours une spécialité de faire des petits vélos. Ah oui. Mais malgré que je mesure 6 pieds 4. On a eu souvent des coureurs très petits, souvent des femmes qui étaient assez petites. Fait qu'on a développé la technique des petits vélos aussi. Et puis, ouais, aller en Angleterre, ça a été... là, c'est à la vente, c'était gros. Là, on exportait plusieurs dizaines de vélos par année en Angleterre. Et puis c'est ça nous a bien fait connaître. Test dans les revues anglaises aussi, Mountain Bike UK et autres. Ouais, puis ça s'est pas arrêté là. Vous aviez une gamme de vélos, là. Il y avait le two-step qui était arrivé par la suite aussi, le two-step freeride, le two-step downhill, le Bel Air, qui était le vélo de cross-country, qui était particulier parce que la suspension était dans la tige du top tube. Ouais, Ah, puis on voit ça récemment, je pense qu'il y a une compagnie qui on a inventé quelque chose de nouveau là, mais quand on regarde l'histoire de Balfour puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là, pour les connaisseurs là, comme moi dans mon cercle, là, on entend souvent là, dire tu veux le nouveau tel vélo, je donnerai pas de marque là, mais souvent puis on dit on entend mais le Balfour faisait déjà dans les années 90 là, ou des années 2000. Vous étiez assez innovateur, là, je pense, à ce moment-là. Ben, c'était les années où il y avait pas de modèle défini. Fait que, tout le monde essayait plein de choses, puis il y a eu vraiment un foisonnement là, de design. Tout le monde embarquait là-dedans, puis c'était très, très motivant d'innover, parce que tout le monde innovait. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y avait des choses pas bonnes au travers, mais c'était quand même une variété de systèmes. Il y avait des systèmes là, complètement inouïs. Là. Les vélos, que le ressort, c'était un sac en caoutchouc qui se faisait tirer, un rond en carbone qui se faisait écraser. Tout a été essayé. Oui, les slingshots puis tous ces trucs-là. Slingshot, ça, c'était impressionnant. Tu voyais ça, un slingshot, tu disais, ça marche pas, ça. Puis tu l'essayais, puis oui, ça marchait. Là, Ah oui, c'est ça. C'était vraiment une époque assez surprenante où il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient. Puis, tu sais, je pense que déjà sa propre imagination quand tu regardes là, le nouveau riche aujourd'hui, qu'est-ce que ça a l'air. Mais encore là, on revoit c'est quelle compagnie là, qui ont remis ça dans leur prototype de descente. Là, c'est-tu sur la Coupe du Monde, on le voit là, actuellement, il y a un vélo là. Double chaîne. Double chaîne, là. Ouais, c'est Pivot. Ouais, Pivot. Ouais. Pivot, puis même qu'ils ont fait breveter le système double chaîne, il y a une petite particularité du système. Ah oui. Ils ont fait breveter. Je pense que c'est le fait que les deux chaînes soient du même côté. OK. Parce que ça, à l'origine, le nouveau riche, c'était un pédalier d'un côté, l'autre, donc le pédalier était à gauche, lorsqu'on est sur c'est ça, ça prend un pédalier inversé. De tandem ou... Ah oui, c'est ça. Fait que, mais c'était quand même, c'était impressionnant là, de voir ça. Puis ça marchait bien. Je me souviens, j'ai une autre petite anecdote savoureuse. Le soir que j'ai monté, était très tard le soir, le premier nouveau riche, c'était le premier vélo à pivot élevé qu'on fabriquait. Peut-être un des premiers au monde. Là. Qui avait une chaîne qui passait par en haut. Il s'en est fait des pivots élevés, mais avec la chaîne qui passait par en dessous du pivot, c'était des systèmes qu'il fallait que tu sois, que t'as pas de sag, que ton vélo soit gonflé complètement dur pour que tu restes en haut, pour pas qu'en pédalant, tu retires ta roue arrière. Là, nous, en faisant passer la chaîne par au-dessus du pivot, on découplait le pédalage de la suspension. Puis tout ça pour dire, en tout cas, le soir que j'ai monté le premier prototype, je suis parti avec, j'ai rentré dans une chaîne rotatoire, puis tout de suite, j'ai vu que ça absorbait très différemment d'un pivot plus bas. Puis là, je me suis dit, ça y est, on va devenir riche. L'histoire a montré qu'effectivement, je suis devenu très, très riche. C'est comme ça que le nom est arrivé. Un petit peu, ouais, si on veut. C'était aussi la mode des descendeurs flamboyants, là, Sean Palmer et autres. Oui. Fait que c'était pour montrer c'est ça, flamboyant et décomplexé, on va dire. C'est bon, ça. Puis le BB7, lui, le nom est arrivé comment?
Le BB7, ça, c'est le descendant du beau bonhomme. Oui. Puis là, le 7, c'était pour dire qu'il y avait 7 pouces de débattement. Là, la première version avait 7 pouces. À l'origine, oui. À l'origine. Puis là, après, quand il est devenu 8, 9 pouces, là, on disait que c'était parce que le pivot était 7 pouces au-dessus du... Je trouve toujours une façon de sentir que le pivot était 7 pouces au-dessus du pédalier. OK. Mais c'est quand même, quand on regarde ça, c'était 9 pouces de débattement à l'arrière. Ça veut dire c'est 230 mm. Ouais, on exagérait un petit peu sur les amortisseurs. Tu sais, Fox recommandait 3 pour 1, puis là, on était un petit peu au-dessus de 3 pour 1. Ben, même pas mal au-dessus de 3 pour 1. Ça avalait tout. Hein. C'était comme un... Ah oui, ça paraissait. À l'époque, il y avait, mettons, les premiers BB7, il y avait encore des vélos de descente qui avaient des suspensions élastomères, puis qui avaient genre 3 pouces de débattement. Ça commençait à se séparer, mais c'était encore cross-country downhill, c'était un petit peu la même chose, là. Oui. Ça fait que là, comme Mountain Bike Nation l'avait dit, on achète un vélo comme ça, puis on se gagne des places en course, là. C'était plus clair que jamais, là. Ah oui, absolument, là. Ouais. Ça fait que, donc, 94 jusqu'à 2005, la production des vélos chez Balfa. 2003, ProCycle ont décidé de mettre la clé dans la porte. Ah oui? Ils avaient Rocky Mountain, ça s'explique un peu par ça. Puis il y avait des problèmes. Moi, j'étais plus là non plus. Ils ont marché une année sans Fred ni moi. Puis je pense qu'ils avaient un petit peu sous-estimé l'équipe de production trouvait qu'on manquait cruellement. Et puis aussi, la perception que les clients avaient, c'est que ProCycle avait coupé la tête de Balfa. Ça fait que là, ils ont vu que les ventes s'en ressentaient un peu, fait qu'ils ont dit, on va pas plus loin que ça. C'est dommage, parce qu'il y avait quand même 4 modèles, comme tu disais tantôt. Là. Oui. Le Minuteman, le rigide du dual slalom, si on veut. Absolument, oui. Bel Air, qui était cross-country, Two-Step All Mountain. On avait Two-Step DH ou HD, ça se faisait appeler Heavy Duty ou Downhill. Et puis le BB7. Fait qu'on avait une bonne ligne de vélos qui était en début de vie. Oui. Puis moi, quand je suis parti, j'ai dit, ils vont être corrects, même sans développer rien de nouveau. On va fonctionner là-dessus quelques années. Absolument. Mais finalement, à cause de friction interne, ça, c'est dommage. Mais ils ont été obligés d'arrêter ça là. Moi, j'ai travaillé ensuite pour un distributeur à Montréal, Kempter. Et pendant 1 an, puis là, j'ai décidé de partir ma marque Appalache. Oui. Là, c'était vraiment... c'était moi et quelqu'un avec qui je travaillais chez Balfa, Guy Roberge, qui était coureur aussi. Guy, oui. Et puis, c'est ça, Guy travaillait à l'atelier, puis moi aussi. Puis on amenait ça soudé chez Michel Jacques, qui avait été soudeur chez Balfa, qui était plus tard soudeur chez Gourou. Appalache, j'ai opéré ça pendant 2 ans. J'ai fait un vélo de descente qui s'appelait le Réal, qui était utilisé par Danny Hart, qui l'utilisait en coupe d'Europe, je pense, junior. Il était junior encore à l'époque. J'en ai vendu pas mal en Angleterre aussi, pas mal en Amérique du Nord. Mais là, j'étais tout seul, j'avais deux jeunes enfants, puis là, j'ai trouvé que c'était trop de travail, puis j'ai décidé de mettre un terme à ça. J'ai vendu les derniers que j'avais, je me suis occupé des garanties, puis là, j'ai arrêté ça, là. Parce que c'était, dans le fond, la continuité de ce que tu avais déjà entrepris chez Balfa. C'est ça, le vélo de descente par lequel j'ai commencé, c'était mon... Le Réal, oui. C'était plus... C'est plus sûr que j'allais avoir un succès avec ça, vu qu'on avait une bonne expérience en descente. Qui était un beau vélo qui ressemblait pas mal au BB7, là. C'est ce que j'aurais fait si j'avais continué chez Balfa. C'était le BB7 allégé, simplifié, moins de pièces, là, notamment au niveau du levier, de l'amortisseur, tout ça. Un petit peu augmenter le débattement. Puis passer le BB7, c'est un gros tube en aluminium assez épais qu'on fraisait pour enlever du poids. Puis là, je suis tombé avec du beau tube d'aluminium étiré, plus mince beaucoup. Fait qu'à l'époque, l'Appalache Réal était dans les vélos de descente les plus légers, là. Puis à ce moment-là, pour l'Appalache Réal, est-ce que tu avais encore un triangle arrière
en acier. Oui, ça fait depuis le début, ça a toujours été un peu votre philosophie de garder... moi, je trouvais que l'acier avait sa place en arrière, étant donné que les pattes, c'était tous des standards qui avaient été développés pour l'acier. Mm-hmm. Les pattes de derrière, on se cachera pas que des pattes de derrière en alu. Là, on vient de trouver la solution, là, mais oui? Avant ça, c'était un peu pitoyable. Les pattes remplaçables, tu échappais ton vélo à terre, puis ton derrière tombait dans la roue. Là. Si tu faisais pas attention, il t'arrachait tout. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai encore des anciens vélos chez moi, là, mais dès que tu commences à avoir un problème d'ajustement de dérailleur, là, souvent c'est à cause de ça, tu l'as accroché, même des fois sans t'en rendre compte, là, ça prend pas grand-chose. Quand on compare les chiffres, en réalité, la patte de dérailleur, elle a été faite pour être en acier. Mettons qu'elle a une épaisseur de 7 mm. Puis quand on le fait en alu remplaçable, on tombe en alu, qui est 3 fois moins solide que de l'acier. Puis on tombe 2 fois moins épais aussi. Fait que, en gros, là, on peut dire qu'on est 8 fois moins solide qu'à l'origine. Fait que je pense que c'est une grosse perte. Là. Fait que c'est en tout cas tout ça pour dire qu'on trouvait que l'acier avait sa place en arrière avec l'ancien système à relâche rapide, tout ça. Ça permettait aussi de réparer facilement, d'avoir peut-être un dégagement plus au niveau de la largeur des pneus, peut-être aussi. Ça permettait d'avoir des tubes moins gros, plus fins. Exactement. Fait que c'est quelque chose que tu avais amené dans le fond chez Appalache aussi. Dès qu'on a fait... En fait, nos premiers vélos de suspension étaient tout acier. Mm-hmm. Quand on a fait de l'alu, on a fait le triangle avant en alu. Maintenant, c'est plus douteux, là. Les pattes de fourche en alu, c'est pas mal débogué. Ça fonctionne très bien. Les supports de dérailleur, UDH notamment, ça fonctionne très bien. Mm-hmm. C'est d'autant plus important d'avoir des bonnes pattes maintenant qu'on a des cassettes 50 dedans. Là, dès qu'il y a une erreur d'un demi-degré, ça marche plus. Il n'y a plus de marge, là. Il n'y a plus de marge, exactement. Avant, on crochissait notre patte, tu tournais ton ajustement de câble, de tension de câble, puis comme tout était déplacé. Mais là, avec les grosses roues libres, si tu fais ça, ça marche pas. Tu n'as plus le même déplacement au fil de ta cassette. C'est ça. Ça fonctionne pas, là. Ouais. Puis, ça aussi, puis sur les vélos de descente, à cette époque-là, t'avais moins de vitesse. C'était, les espacements entre les gears étaient beaucoup plus grands, là. Ça fait puis au niveau du comportement de l'acier, là, c'était bien, là, à ce moment-là aussi, là. C'était pas trop, comment je dirais ça? Tu sais, ça absorbait bien les vibrations, puis tout. Puis ça donnait un bon comportement de vélo. C'était peut-être pas aussi actif là, que les vélos aujourd'hui là, qu'on trouve sur la Coupe du Monde. Là. Peut-être que les experts trouveraient que c'est des vélos qui étaient qu'aujourd'hui seraient un peu trop mous à leur goût. Là. Il y a une partie de ça qui vient. Les amortisseurs à l'époque, justement parce que c'était descente cross-country était mélangé, là. Ils avaient beaucoup d'amortissement de compression pour que ça se pédale plus efficacement. Mais maintenant, les amortisseurs sont beaucoup plus souples qu'avant. Là. Le fameux test là, du vélo qu'on lève de 6 pouces puis qu'on laisse tomber puis qui rebondit pas. Mm-hmm. À l'époque, tu disais ça avec la majorité des vélos, là, puis la suspension bougeait pas d'un poil. Là, le vélo rebondissait tout sec. Là, puis... oui. C'est ça, mais je me rappelle déjà, c'est comme... je sais pas en quelle année c'était arrivé, là, mais une année vous avez introduit avec le Fifth Element là, sur le BB7, ça avait déjà changé beaucoup le comportement du vélo là, en pédalage. Là. Je sais que moi j'avais bougé le mien à ce moment-là aussi pour aller vers là, parce que... c'était très ajustable aussi, c'était intéressant. Puis à un moment donné, vous aviez aussi les options que vous offriez avec la braquette de montage pour le frein qui était le frein flottant là, à l'arrière qui aussi annulait un peu le comment on appelle ça le brake jack là, squat le squat jack c'était toutes des innovations là qui étaient nouvelles là à l'époque là On retourne un petit peu dans le passé, là. Balfa, le nom, ça signifie quoi? C'est venu comment, ça? Ça vient de où, ce mot-là? Ça, c'était mon associé Frédéric Mona qui
qui écoutait beaucoup de musique traditionnelle. Puis c'était un groupe, les frères Balfa, c'était un groupe de musique louisianaise. Ah oui, OK. Il y a un vieux en plus, là, des années 50-60. On avait eu un commentaire une fois d'un rider aux États-Unis qui disait une marque de Downhill qui donne le nom d'un groupe de musique redneck à leur vélo aussi. What's not to like? C'était le paradis pour lui. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que au niveau de la compagnie, comment c'était tu nous as parlé un petit peu tantôt, mais les rôles là, c'était séparé comment là, dans l'entreprise à ce moment-là? On était 3 associés, Hugo, Fred et moi. En gros, pour on avait tout notre input là, pour quel vélo on allait faire, comment on allait faire. Ultimement, c'est moi qui faisais les plans. Ensuite, je m'occupais de l'usinage, l'outillage, gabarit, tout ça. Mm-hmm. Fred, lui, faisait de la soudure, la peinture. Il s'occupait un petit peu plus des relations publiques, équipe de course. Et puis, Hugo s'occupait de la vente. Puis un petit peu il décide aussi quel type de vélo était en demande, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et puis, il s'occupait de l'équipe de course. C'est lui qui partait sur la route avec l'équipe de course. Ouais. Puis, à la saison morte, c'est lui qui allait sur la route vendre les vélos. C'était pas toujours évident, là, de partir avec un camion avec 2-3 démos dedans, puis faire le tour de l'Ontario. Là. Fait que c'était, la force de vous qui étiez comme responsable de votre distribution, là, Ouais. On faisait tout de A à Z. Là. Ah, oui, OK. Ouais. Les premiers employés, ça a été 2-3 ans après qu'on commence à Montréal. Luc Moreau, Philippe Benoît, Mm-hmm. Michel Jacques, qui ont tous continué dans le vélo, si on veut. Luc Moreau, Michel Jacques, les autres, ils ont continué chez Gourou quand Balfa a fermé. Et puis, de là, c'était assez organique là, comme organisation. Là. Tout le monde faisait un peu de tout. Là. Tout le monde savait où il allait. Là. Il y avait personne qui... Des fois, on avait un employé qui venait pas du vélo, là, puis c'était comme... je dirais pas que c'était le souffre-douleur, là, mais... C'était lui qui se faisait donner des tâches moins ragoûtantes. Là. Dans toutes les réalisations, toute ta carrière là, de fabricant de vélos, y a-tu un modèle de vélo ou un vélo en particulier dont t'es plus fier ou que tu sais qu'est-ce qui était ton bébé préféré? En général, moi, je suis fier de toute l'approche qu'on avait de faire les vélos les plus simples possibles. Mm-hmm. À l'époque où il y avait, mettons, on va prendre un exemple là, un Intense, c'était des gros tubes formés, fraisés, des grosses pièces CNC. Ouais. Puis c'était comme pour montrer ce qu'il était capable de faire. Nous, on se concentrait plus sur le vélo que les outils pour faire le vélo. En fait, on avait des outils, c'était assez primitif, il n'y avait pas grand pièces CNC. Souvent, c'est de la plaque découpée. Fait que, mais c'est ça qui nous permettait de faire le vélo ici puis de les vendre pas trop cher. Justement, en misant sur le fonctionnement du vélo, pas dire « Oh, ça serait beau, une pièce CNC polie, de la fibre de carbone. » Le matériau nous importait peu, nous, c'était le résultat qui comptait. Puis c'est ça que je trouve qui était bien appliqué sur tous les modèles qu'on a fait, puis qui a fait que la compagnie quand même a vécu et elle a su se démarquer comme ça. Là. Absolument, je pense que c'est un bon point, puis peut-être sans qu'on s'en rende compte, les amateurs de vélo Balfa, c'était peut-être ça qui nous attirait là, face à ça. Là. Ouais, ben les gens le savaient qu'on était une toute petite compagnie, ouais. Là, on était vraiment les underdogs, là, c'est Specialized, plein de grosses marques essayaient de faire des vélos de descente, puis c'était comme nous on faisait quelque chose qui je pense était à plusieurs niveaux supérieurs. Là. Mais ouais. C'est normal, on était tout petits, on était près du sport, on n'avait pas des temps de développement de fou. Puis ça bougeait tellement vite, à chaque année, le débattement des vélos augmentait. Nous autres, on le faisait tout de suite, le vélo à 9 pouces. Là. Ah ben pas juste ça, tu sais, quand ça a commencé, là, même les freins à disque étaient
ça débutait, c'était, je pense, peut-être juste en avant même, parce que je me rappelle d'avoir les premiers Balfa avec des V-brakes en arrière. Il y avait 100 000 standards, là. Moi, j'ai fait on vendait au Japon aussi. Puis au Japon, on avait le standard Ace, là, deux vis assez rapprochées, genre 22 mm. OK. Puis là, ça ressemble au flat mount de route maintenant. OK, ouais. Puis là, au Japon, ils voulaient pas ça. Fait que là, j'avais fait des adapteurs pour mettre le international, ouais, yes. Puis à l'inverse, on avait fait des vélos qui étaient pour le standard yes. Puis on avait un client aux États-Unis qui voulait que ce soit le standard 22 mm Ace. Fait que j'avais fait, en tout cas, une année, on avait produit des adapteurs pour passer d'un à l'autre, puis des adapteurs pour passer de l'autre à l'un, si on veut. Fait que j'étais sur le point de me faire tatouer un adapteur de disque sur le bord. Puis je me souviens, des fois, j'étais surpris quand le frein faisait direct là, sur le vélo. Je disais, oh, un standard qui fonctionne. Il y en avait vraiment plusieurs standards. Là. Puis, c'est d'autant plus mentionné une petite anecdote qui s'était produite, tu me contais par rapport à les amateurs de vélo de Balfa, là, oui. Ouais, ben c'est ça, ça illustre aussi qu'on était on était vraiment perçus comme la petite compagnie qui voulait. Ça, c'était Denise Belzile qui donnait des cours de mécanique vélo ça s'appelait Technocycle, c'est une boutique école. Qui était à Montréal. Qui était à Montréal, oui. On pouvait prendre des cours pour aller travailler dans un bike shop ou juste pour nous-mêmes, là, ouais. Je crois qu'elle existe encore, la boutique. Puis l'école, Denise n'est plus là, par contre. Denise racontait quand elle était devant sa classe, elle disait, vous savez, au Québec, on a une grande culture de fabrication de vélos depuis longtemps, avec Marie Denis de Vinci. Puis la seconde qu'elle nommait Balfa, il y en avait toujours quelques-uns dans la classe qui se mettaient à taper sur la table en criant Balfa. C'était... Ah oui, ben c'est ça, mais si on regarde aujourd'hui encore, il y a des forums sur Internet, sur Facebook, de collectionneurs de Balfa. Tu sais, moi, j'étais abonné, puis même si j'ai plus de Balfa, je regarde encore aujourd'hui les photos que les gens postent, là, il y a les gens sont encore fiers de la marque et des vélos de cette époque-là, d'en avoir possédé. Parce que moi, quand j'ai vendu le mien, c'était une personne d'Ontario qui est venue le chercher parce que c'était son rêve d'enfance d'en avoir un, puis il était tellement heureux, là. Je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais oui, il y a des collectionneurs qui sont vraiment là encore aujourd'hui très très immergés dans cette culture-là après toutes ces années-là, ça en dit beaucoup sur la compagnie, là. Dans le même ordre d'idée, on parlait tout à l'heure de Philippe Benoît qui avait travaillé chez vous. Je sais pas si tu as vu récemment justement Philippe sur son Instagram qui s'est fait un vélo. Je pense qu'il a communiqué avec toi, hein, Oui. Il m'a demandé c'était drôle, il m'a demandé permission. C'était pas la permission, je pense qu'il appelait ça ma bénédiction, en fait. Fait que j'ai dit, oui, qu'il n'y avait pas de problème. Parce que ça, Philippe a décidé de se faire un vélo inspiré grandement du BB7, mais un vélo enduro, avec donc les technologies d'aujourd'hui. Donc, c'est un vélo 29 pouces enduro, qui est un BB7 en réalité. C'est ça un mix wheel qui s'est fait ou c'est un vraiment 29-29? Je pense que c'est un 29-29, mais c'est à vérifier. Mais si vous êtes curieux, allez voir sur la page de Philippe, un beau vélo en titane, c'est assez impressionnant. Puis là, aujourd'hui, avec les technologies des suspensions qu'on a, je pense que ça répondait un petit peu plus à ses attentes, là. Ouais, il disait que c'est ça, il disait que le BB7 à l'époque, il le trouvait pas tout à fait de son goût. Mm-hmm. Puis là, en faisant la géométrie à sa façon, avec comme tu disais, les nouveaux amortisseurs, les nouveaux axes de roues, les roues de 29, il dit que là il est très satisfait. Puis, ouais, je l'ai croisé l'autre fois à Bromont, puis il m'a dit qu'effectivement, il allait très, très bien, son vélo. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, il n'était pas avec, là, mais... Bon, de toute façon, donc on salue Philippe, puis on invite les gens là, à aller voir ces belles photos-là. Puis on peut aussi, encore aujourd'hui, on peut aller voir sur Internet la page, il
y a une page, je sais pas si c'est une fanpage là, de Balfa où on voit tout l'historique avec les photos. Bien documenté. Mm-hmm. Je pense que c'est un Polonais qui a fait ça. Là. C'est balfa.pl pour Pologne. Oui, qu'on peut trouver beaucoup d'informations là-dessus. Dans ton travail ici, aujourd'hui, tantôt, tu as parlé que tu étais au cœur même là, du laboratoire, puis casser des vélos, c'est quelque chose que tu aimes faire? Ben oui, tester les vélos, moi, je trouve ça fascinant de faire 10 ans d'utilisation de vélo, le faire en quelques heures. Uh-huh. De voir quelqu'un qui sprinte à fond, l'équivalent de quelqu'un qui sprinte à fond sur un vélo, le voir se faire 10 000 fois. On voit vraiment comment le vélo plie, puis s'il casse ou non. Puis on voit c'est vraiment le test qui montre que le vélo travaille bien ou non, là, dépendant des... C'est grâce à des gens comme toi qui aujourd'hui fait qu'on voit plus d'accidents de vélos qui cassent là, des sentiers, des pistes, là, peut-être sur la Coupe du Monde, là, parce que c'est autre chose, là, mais ça avant ça, dans les années 90, 2000, moi j'en ai vu souvent, là, c'est des amis qui cassaient leur vélo, là, c'est plus rare, là, dirons, ça arrive sûrement encore. À l'époque, des swing-arms qui cassaient, des pivots qui étaient complètement larges, puis les headsets qui arrachaient. Ah, ça, on voyait ça souvent. Surtout quand on a commencé à mettre là, des doubles, des tiges de descente sur des vélos qui n'étaient pas adaptés à ça vraiment, là. Ouais, quand le cross-country est devenu la descente. Là, mm-hmm. Il y a une période où c'était comme entre les deux, puis là, c'était dur pour le vélo. Absolument, oui. Écoute, je te remercie infiniment. Ça a été très, très intéressant et très instructif. Je te souhaite une belle fin d'été. Merci à vous. Ça a été agréable de parler de cette grande époque. Absolument. C'est bon. Au plaisir. Merci. Bye. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!